Bien, bonsoir à tous, je suis Maxime, je suis un des membres du collectif sobrement appelé collectif Démocratie Directe 07. Donc on n'est pas un parti politique, on n'est pas affilié à un syndicat, on n'est pas une association, justement parce que nous n'avons pas de programme prédéfini à l'avance. Justement parce que nous pensons que ce sont les citoyens qui doivent déterminer le programme, qui doivent déterminer les problèmes qui les concernent au quotidien, délibérer des solutions et donc donner les solutions ensuite dans un programme. Donc ce que nous défendons dans notre collectif, c'est donc qu'il n'y a pas de programme à l'avance. Vous voyez, on ne donne pas une couleur politique à notre collectif. Notre ambition, pour commencer, notre collectif est tout jeune, et donc il nous a semblé une bonne idée de commencer par des conférences pour populariser d'abord l'idée de démocratie directe. C'est notre première ambition. Si on peut convaincre des maires déjà en place ou des partis politiques de mettre en place des dispositifs pour favoriser la démocratie directe, ce sera une bonne nouvelle. Mais notre ambition, elle est quand même un peu plus radicale. Nous souhaiterions proposer des listes citoyennes pour les municipales 2026. Alors des listes citoyennes dans un maximum de communes de la communauté de communes de Venat. L'idée, c'est de ne pas avoir une liste qui soit isolée à la communauté de communes. Notre intervenant de ce soir en reparlera peut-être, mais le cas de Saillant est assez parlant. À Saillant, ils ont essayé de mettre en place une démocratie directe, mais se sont retrouvés un peu isolés à la communauté de communes, à leur communauté de communes. Et donc, notre objectif, il est grand, il est de pouvoir démocratiser la prise de décision à la fois dans les communes et en même temps à la communauté de communes de Venat. Et donc, l'un des premiers dispositifs que nous défendons, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort, il permet d'éviter que ceux qui désirent le pouvoir l'aient. On est certain d'absolument rien. Quelles sont les compétences pour être un bon gouvernant, on ne prétend pas le dire. Mais il y a une chose dont nous soyons certains, c'est qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le désirent. Donner le pouvoir à ceux qui le désirent, c'est toujours permettre qu'il y ait des abus de pouvoir, c'est toujours permettre une professionnalisation de la vie politique. Et donc, la première chose que nous défendons, c'est le tirage au sort, comme procédure qui permet une rotation des charges, qui permet d'éviter la professionnalisation et qui évite qu'il y ait un monopole du pouvoir. Donc que les citoyens puissent se réapproprier le pouvoir, qu'ils puissent augmenter leur puissance d'agir sur le quotidien. C'est ce que permet le tirage au sort. Alors c'est l'une des procédures, ce n'est pas la seule, et c'est justement tout l'objet de la conférence de ce soir, c'est d'essayer de voir quelles sont les procédures qui permettent d'augmenter la puissance d'agir des citoyens au quotidien. Dans la situation actuelle, il est difficile que nos idées puissent frayer un chemin jusqu'au maire, jusqu'à la communauté de communes, jusqu'au département. Il peut m'arriver de croiser monsieur le maire sur le marché le samedi matin, et je ne vais pas aller l'aborder, lui dire il me semble qu'il faudrait revoir le Champ de Mars, je n'aurais pas fait comme ça, tout en bus, je n'aurais pas fait ça comme ça non plus. Il pourrait m'écouter très poliment, mais en tout cas je n'ai aucune certitude que mes idées seront entendues. Et de même, il faudra distinguer la démocratie directe de tous les faux semblants de la démocratie. Par exemple, les grandes conventions citoyennes, où on va demander aux citoyens de donner leur avis, mais ce sera toujours un avis purement consultatif. Donc, notre ambition, elle est assez radicale, c'est que les citoyens doivent déterminer de ce sur quoi ils doivent délibérer, pas simplement donner leur avis, et en même temps décider eux-mêmes. Ils doivent décider des problèmes qui les concernent, des problèmes quotidiens qui les concernent, délibérer sur ces problèmes et en même temps décider eux-mêmes. Le problème de l'élection, évidemment, c'est que les citoyens sont tout de suite dépossédés du pouvoir. Dépossédés. Et donc, ce sont tous ces thèmes sur lesquels notre intervenante de ce soir, Nelly Darbois, va discuter. Donc, je présente brièvement, tu compléteras si tu veux. Donc, elle est cofondatrice du parti politique qui s'appelle Solutions démocratiques et qui a aussi pour objectif à la fois de promouvoir la démocratie directe auprès des élus, de les convaincre de mettre en place des procédures démocratiques et en même temps de faire connaître à un niveau national la démocratie directe en présentant, si j'ai bien compris, une candidate, un candidat au présidentiel. Je te laisse la parole. Pardon, un dernier mot. Il y a un chapeau pour la bobine. La bobine nous reçoit gratuitement.
Donc le collectif, je remercie au nom du collectif de nous recevoir. Et donc n'hésitez pas à participer pour financer les frais d'éclairage, etc. Et enfin, vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion si vous souhaitez être au courant des différentes actions du collectif et si vous souhaitez évidemment participer à ce collectif. Je vous remercie et bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous et merci effectivement Maxime et à la Bobine du coup pour cet accueil. Je m'appelle effectivement Nelly Darbois, je suis originaire de Jaujac, j'ai grandi à Aix-en-Provence mais toute ma famille maternelle est de Jaujac et j'ai passé toutes mes vacances scolaires ici. Aubenas pour moi c'est un peu la grande ville dans laquelle on allait faire les courses avant la rentrée et je vis aujourd'hui en Savoie à côté de Chambéry. Mais je suis toujours attachée à ce territoire et j'étais contente qu'on convie Solutions démocratiques à venir ici parce que je passe encore toutes mes vacances ici. Alors, quelle est ma légitimité à parler de ces sujets-là? Je ne suis pas du tout une professionnelle de la politique, j'ai jamais eu de mandat. Par contre, depuis 2017, je m'investis en tant que simple citoyenne dans plusieurs collectifs, mouvements, ou individuellement aussi, à essayer d'instaurer en France des outils donc, de démocratie directe et aussi des dispositifs qui nous permettraient de fonctionner de manière plus décentralisée, comme fonctionnent notamment d'autres pays comme la Suisse, qu'on prend souvent comme exemple parce que c'est un pays voisin du nôtre. On a l'Uruguay aussi qui dispose d'outils de démocratie directe, etc. Donc je fais donc notamment partie des cofondatrices de Solutions démocratiques, qui est un parti politique qui est géré que par des bénévoles et qui a à son programme uniquement 2 propositions de loi qui permettraient d'instaurer la démocratie directe au niveau national et au niveau local. Donc j'aurai l'occasion un peu d'y revenir. Et Solutions démocratiques est né en fait d'un mouvement citoyen qui, un peu comme le collectif Démocratie 07, avait absolument aucune structure juridique. Un mouvement citoyen qui s'appelle Espoiric, qui est né dans les suites du mouvement des Gilets jaunes et qui a présenté notamment une candidate à l'élection présidentielle en 2022, Clara Heger, qui est ardéchoise aussi, de la vallée du Rhône, qui est une des cofondatrices aujourd'hui avec moi et Albin ici présent, et puis Raoul Maniberton qui est un chercheur en sciences politiques, donc de Solutions démocratiques. Elle a été candidate et à l'époque, avec ce mouvement citoyen, on avait quand même réussi à obtenir 36 parrainages sur les 500 nécessaires pour accéder à l'élection présidentielle. Et notre unique programme, c'était d'instaurer la démocratie directe au niveau national. Donc, ce qu'on entend par démocratie directe au niveau national, c'est en fait redonner la main aux citoyens français, à tous les citoyens français, sur la Constitution, qui est le texte suprême et qui détermine tous les autres termes. Et redonner la main, ça veut dire à la fois qu'elle puisse être modifiée uniquement par référendum, comme ça se passe dans 40 États à peu près dans le monde. Il y a l'Irlande, il y a l'Australie et d'autres. Et aussi à la fois que les citoyens puissent initier des propositions de loi pour modifier la Constitution. À partir d'un certain nombre de signatures, on avait défini 700 000 pour la France. Donc elle s'est présentée avec ce programme-là et on a réussi à faire pression sur d'autres candidats et notamment Jean Lassalle, qui s'était présenté devant notaire sur tous ses biens, engagé à instaurer le RIC si il était élu. Et donc, en créant ce parti politique aujourd'hui, on espère arriver en 2027 avec de nouveau la candidature. A priori, Clara Heger est d'accord pour se recoltiner, il faut le dire, hein, parce que c'est pas gaieté de cœur qu'on se présente à une élection présidentielle quand on n'a pas d'autre ambition que juste d'essayer de redonner le pouvoir aux citoyens. Mais justement, comme l'a dit Maxime, c'est vrai que même avec toutes les bonnes intentions, il faut qu'on mette des dispositifs contraignants pour inciter nos élus, nos candidats à s'engager, à tenir leurs promesses, parce que sinon la bonne volonté ne suffit pas toujours. Enfin bon, là c'est pour vous présenter un peu le contexte global et de pourquoi je suis... légitime en tout cas, pourquoi je prends la parole aujourd'hui sur ces sujets-là. J'ai aussi cofondé sur ma commune, donc Saint-Alban-l'Est en Savoie, qui est une commune d'environ 6 000 habitants, un observatoire de la démocratie locale pour inciter tous nos élus sur notre commune à mettre en place des outils de démocratie directe, et j'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Donc justement, pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on entend, comment on définit la démocratie directe, par rapport à la démocratie participative et la démocratie représentative. Aujourd'hui en France,
que ce soit au niveau national ou local, parce qu'on va faire le focus aujourd'hui sur la démocratie locale, on fonctionne en démocratie représentative, donc on élit des représentants, et à côté de ça, on dispose d'outils parfois de démocratie participative, donc Maxime a parlé des conventions citoyennes qui sont organisées. Au niveau local, on a, selon les communes, souvent des réunions publiques, des comités de concertation, tout ça, tout ce bagage-là, moi je range ça, enfin moi et d'autres auteurs et chercheurs aussi qui s'intéressent à ces sujets-là, on range ça dans ce qu'on appelle la démocratie participative. Donc, en plus d'outils et de dispositifs de démocratie représentative, on dispose d'outils de démocratie participative à plus ou moins répandus selon les communes. Et à côté de ça, certains aspirent à disposer d'outils de démocratie directe. Et donc ça, à l'échelle d'une commune, c'est en fait le problème des outils de démocratie participative, typiquement les réunions publiques, les groupes de concertation, c'est que derrière, ça mobilise beaucoup d'énergie des citoyens, mais derrière, ce sont les élus finalement qui décident si on va faire quelque chose de ce qui ressort de ces concertations-là. Et c'est eux qui ont la main et qui décident en votant au sein du conseil municipal sur les projets. Les citoyens ne peuvent pas contraindre leurs élus à prendre les décisions. À l'inverse de quand on instaure des outils de démocratie directe, où là, les élus sont contraints juridiquement d'appliquer la décision, sinon ils peuvent avoir des problèmes juridiques, quoi. Et donc l'idée, c'est de trouver des dispositifs légaux dans le cadre national français qui est quand même très centralisé et qui laisse peu de marge de manœuvre aux communes, pour comment on fait en fait pour instaurer des outils qui soient contraignants et donc où ce sont à la fois les citoyens qui peuvent porter des projets, typiquement à l'échelle d'une commune, proposer par exemple une enveloppe budgétaire pour rénover un bâtiment qui appartient à la commune et le transformer en lieu par exemple culturel. Comment faire que ce soit vraiment les citoyens qui aient le dernier mot, et donc ça, il y a ce qu'on appelle le RIC local, référendum d'initiative citoyenne locale, et donc je vais après développer justement des exemples en Ardèche et puis ailleurs en France de communes qui ont essayé justement de mettre en place des outils de démocratie locale et des outils de démocratie directe. Alors pour prendre un exemple un peu local justement, donc moi je suis originaire de Jaujac, j'ai rencontré pour parler de ces sujets-là la maire de Jaujac il y a quelques temps. Alors eux, dans la commune de Jaujac, ils ont, je ne crois pas que vous ayez à Aubenas, ce qu'on appelle un budget participatif. Certains savent si vous avez ça à Aubenas? Non, pas. Il n'y a pas à Aubenas, ok. Donc la maire de Jaujac a par exemple décidé de mettre en place un budget participatif, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe de 20 000 € allouée et chaque année, les habitants de la commune de plus de 16 ans votent pour décider de ce qu'on fait de ces 20 000 € là. Pourquoi c'est de la démocratie participative? C'est parce que ce sont les élus qui ont déterminé ce montant de 20 000 € et les modalités aussi de l'obtention. Donc c'est pour ça que, on va dire sur un curseur par rapport à une commune qui fonctionnerait en démocratie représentative pure avec juste le conseil municipal, c'est vrai que c'est un outil supplémentaire et qui est sûrement apprécié, et voilà, ça part sûrement d'une très bonne intention, mais ça reste quelque chose à l'initiative des citoyens. Autre chose qui s'est passé aussi à Jaujac d'intéressant, c'est que la maire en 2023 a organisé un référendum local. Donc c'est une des deux modalités dont on verra qu'on peut mettre en place légalement dans les communes, c'est-à-dire qu'il y avait un projet en fait d'implanter une antenne 4G sur la commune parce que le réseau téléphonique passe mal, y compris on ne peut pas appeler les secours à certains endroits de Jaujac, et donc comme vous le savez sans doute, c'est des sujets qui sont très sensibles. Donc il y avait une partie des villageois qui étaient absolument contre, surtout ceux qui habitaient à côté de la zone, et puis d'autres qui étaient très pour cette mesure. Ça en est venu aux mains, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des groupes de villageois qui, sur la place du village, se battaient par rapport à ça. Donc la maire s'est trouvée un peu démunie et, à juste titre, justement, s'est dit, en fait, là, sur des décisions comme ça aussi sensibles, il n'y a que les citoyens qui peuvent décider, en fait. On ne va pas nous décider le conseil municipal, et donc elle a organisé un référendum, donc tous les citoyens de Jaujac sont venus et ont voté. Le non l'a remporté pas de beaucoup, et depuis, des dires en tout cas de la maire, ça a vraiment complètement pacifié et le problème n'est plus venu, quoi. Les gens ont accepté parce que justement, peut-être une décision qui aurait été prise par l'équipe municipale aurait peut-être alimenté plus les débats, mais a priori là, les citoyens ont accepté mieux la décision dans ce cadre-là.
Pourquoi ça reste encore une fois la démocratie participative? C'est parce que c'est l'équipe municipale qui a décidé de mettre au vote le référendum. Et si les villageois avaient estimé que c'était un sujet sur lequel il fallait voter, bah, malheureusement, ils n'avaient pas les outils pour mettre au vote et déclencher un référendum, une votation, on appelle ça, locale sur ce sujet-là. Autre exemple du coup, saillant, donc tu en parlais Maxime. Alors saillant, en fait, c'était plutôt ce qu'on appelle du participalisme. En tout cas, quand on lit, ils avaient une charte en fait de fonctionnement qui est encore accessible sur leur site internet en PDF, on peut télécharger. Et donc eux, leur objectif, c'était d'inciter bien sûr les citoyens à participer, à prendre part aux décisions, mais il n'y avait aucun dispositif contraignant. Donc les élus, le conseil municipal était effectivement tiré au sort. Par contre, le maire avait été désigné, n'avait pas été tiré au sort. C'est un point important parce qu'aujourd'hui en France, non. Le conseil municipal, il a été. Le conseil municipal. Alors il y avait quand même un tirage au sort pour décider de qui allait participer au conseil municipal. Même pas. Ah, saillant. Mais ils ont été élus. C'était dans des commissions. Il y a des élections. Hein. Ah oui, bien sûr, il y avait des élections, mais pour déterminer, bien sûr, bien sûr, oui, on n'a pas le droit de fonctionner autrement. Mais par contre, ils étaient issus de tirage au sort, et par contre, et ils ont bien sûr été élus, il y a eu un vote comme dans toutes les communes. Mais derrière, par contre, le point de différenciation, c'est que même si certaines personnes étaient choisies pour faire partie du conseil municipal suite à l'élection par tirage au sort, le maire a été, lui, désigné. C'est pas un tirage au sort. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'aujourd'hui, le maire a tous les pouvoirs. Et le cadre juridique, on peut pas aller à l'encontre de ça, sauf si on accepte d'être dans l'illégalité, mais dans une commune de la taille d'Aubenas, c'est assez ambitieux, je pense. Et donc, par exemple, même un conseiller municipal n'a pas le droit de mettre, ne serait-ce que de mettre à l'ordre du jour un sujet. C'est seulement le maire d'une commune qui peut mettre des sujets à l'ordre du jour. Donc c'est pour ça que le maire finalement a une place importante et les conseils municipaux peuvent juste suggérer éventuellement, mais c'est au bon vouloir de l'acceptation du maire. Mais à Saillant, il y avait un binôme. Le maire n'était pas tout seul, ils étaient deux. Alors oui, mais par contre, devant la loi, en termes de représentants, on va dire qu'ils fonctionnaient comme ça, parce qu'encore une fois aussi, c'est une petite commune de 1200 habitants, ils peuvent se permettre plus de liberté, mais aux yeux de la loi, il ne peut y avoir qu'un seul représentant officiel, quoi. Voilà, et alors l'équipe n'a pas été réélue, et dans les dispositifs qui sont mis en place, moi je suis allée les voir, enfin pas eux, mais comment ils étaient décrits clairement, et puis tout ce qu'a dit un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de médias qui ont traité le sujet, il y a eu des articles universitaires aussi dessus, et c'était vraiment des outils de démocratie participative, avec par exemple une organe aussi qui était censée essayer de vérifier que les décisions étaient prises de manière collégiale, mais il n'y avait rien de contraignant pour les élus. Et par exemple, il y a eu un référendum qui est organisé par rapport au compteur Linky, mais ce n'était pas les citoyens qui pouvaient être à l'origine de la mise au vote de ce sujet-là. Par exemple, il n'y avait pas la possibilité pour un certain nombre de citoyens de faire une pétition, tourner une pétition, et le maire qui déclenchait un référendum pour décider collectivement. Donc c'est plutôt pour moi, saillant, un exemple de démocratie participative, et pas de démocratie directe. Alors pour donner justement un exemple de démocratie, de mairie, de commune qui a essayé de mettre en place un vrai outil de démocratie directe, il y a Grenoble. En 2016, Grenoble a sollicité Raoul Manu-Berton, qui est donc un autre des cofondateurs avec moi de Solutions démocratiques, qui est de profession chercheur en sciences politiques. À l'époque, il était à l'Institut de sciences politiques de Grenoble, maintenant il est à Lille. Et il avait été mandaté pour aider justement l'équipe municipale à mettre en place un dispositif de démocratie directe qui a été admissible dans le cadre juridique français. Et donc c'est le RIC, donc, ce qu'on appelle un référendum d'initiative citoyenne locale qui avait été mis en place. De 2016 à 2018, il y avait eu effectivement plusieurs pétitions et il fallait qu'il y ait 2000 signatures de Grenoblois pour que la pétition soit discutée de manière obligatoire au conseil municipal, et puis le conseil municipal derrière soit appliquer ce qui ressortait, soit n'était pas d'accord pour appliquer, et dans ce cas-là organiser donc une nouvelle fois une consultation. Et venez voter les habitants de Grenoble. Le problème qui s'est passé, c'est que par rapport au dispositif qu'avait préconisé donc Raoul, ils ont ajouté ce qu'on appelle un quorum, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 50%, enfin 20 000, c'est un nombre fixe, 20 000 personnes qui se déplacent le jour du vote, sinon la décision n'était pas appliquée. Et le problème, c'est que
c'est assez ambitieux en fait par rapport à le seuil de 20 000 votants. Voilà, pour une commune qui débute et pour un système français qui est peu habitué à utiliser ces dispositifs-là, bah, c'était un peu ambitieux et malheureusement le quorum n'a pas été dépassé. Et surtout, le préfet a saisi le tribunal administratif et a mis un coup d'arrêt au dispositif parce que la deuxième chose qu'ils n'avaient pas respectée dans le cadre juridique proposé, ils ont ouvert le vote aux résidents non nationaux. Aux résidents de Grenoble non nationaux, et du coup le préfet, enfin le tribunal administratif a retoqué en disant que c'était illégal, et du coup et voilà, le dispositif a duré que 2 ans, quoi. Donc ça montre aussi que c'est difficile d'être, même quand on est plein de bonnes intentions, le cadre national français, et j'y reviendrai, c'est pour ça que nous on s'attelle beaucoup au cadre national, mais en fait il nous limite beaucoup dans le champ des possibles, et plus la commune est grande en termes d'habitants, plus on ne peut pas trop passer à côté de ça, quoi. À l'inverse d'une petite commune qui, elle, a plus de liberté dans sa façon d'être administrée parce qu'elle va moins se faire taper dessus par le préfet, quoi. Donc ça, c'était pour Grenoble. Autre exemple aussi intéressant, Chambéry. Donc moi, je connais bien parce que j'habite juste à côté de Chambéry, dans une commune limitrophe. À Chambéry, il y avait eu un collectif un peu similaire à celui que Maxime est en train de monter, 2 ans avant les élections de 2020, et l'idée c'était de proposer une liste avec alors bien sûr qui passerait par l'élection, hein, mais avec un tirage au sort des gens qui seraient mis sur la liste, et dans l'ordre aussi, et puis avec des idées de mettre en place potentiellement des outils de démocratie directe. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rapprochés d'une liste plutôt, on va dire, de gauche écologiste pour faire fusion et avoir plus de chances d'être élus, ce qui a fonctionné, ils ont été élus. Donc ils ont effectivement tiré au sort dans toute l'agglomération de Chambéry des gens 150, et sur les 150 personnes, il y a 4 personnes qui ont accepté de faire partie du coup de l'équipe municipale, et par contre ils ont une nouvelle fois, le maire lui a été désigné par le conseil municipal, n'a pas été tiré au sort au sein de l'équipe municipale, et en fait ils ont mené une politique qui, de mon point de vue, est assez classique finalement, parce que ils ont encore une fois été plein de bonne volonté. Ils ont mis en place des conseils de quartier, des choses comme ça, un observatoire, mener des journées de démocratie et tout, mais au final les citoyens pouvaient participer à ces réunions-là, faire beaucoup de réunions, faire remonter des choses, mais il n'y avait pas de mécanisme vraiment contraignant qui permettait, notamment comme a essayé de le faire Grenoble, de vraiment contraindre l'équipe municipale à appliquer des décisions qui émaneraient de la population. Autre exemple, Poitiers, un exemple un peu différent de ce qui a été mis en place. Poitiers, 80 000 habitants. Eux, ils ont mis en place en 2022 une assemblée citoyenne et populaire. Donc ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est pareil, c'est des choses aussi qui sont à l'échelon national. Donc là, l'idée, c'était de prendre 50 habitants tirés au sort, et puis aussi des représentants de différentes associations, et de les faire se réunir 4 à 6 fois par an pour parler de différents sujets, et derrière, tirer des choses qui pourraient être appliquées. Sauf que là encore, c'est vraiment de la démocratie participative pure, parce que ce qui ressort de ces assemblées, c'est un peu comme la Convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu au niveau national. Malheureusement, c'est pas contraignant pour les élus, et derrière, tout repose sur leur bonne volonté d'appliquer les décisions qui découlent de ça, quoi. Et donc Poitiers, justement, conscient aussi de ces limites-là, est en train de mettre en place un RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, qui normalement devrait être formalisé de manière à ne pas mettre en place de quorum et à respecter le cadre juridique. Mais on est déjà en 2025, l'équipe va peut-être changer, donc je ne sais pas s'il aura le temps d'arriver au bout. Autre exemple, alors là, pour prendre un exemple non français, ce sont les communes suisses. On a emmené quelques bouquins justement qui parlent de ça, parce que les Suisses, depuis la fin du 19e siècle, ils fonctionnent avec des outils de démocratie directe au niveau, dans toutes leurs communes, et au niveau aussi fédéral, au niveau des cantons et de la fédération. Donc c'est-à-dire que les Suisses, quel que soit le village dans lequel ils habitent, quelle que soit la ville aussi, quelle que soit sa taille, ils votent tous les 3 mois sur des sujets, pas juste pour élire des représentants comme nous, mais sur des sujets, en fait n'importe quel sujet, parce qu'ils sont libres justement de mettre à la votation n'importe quel sujet qui concerne les communes pour l'échelon communal, ou qui concerne le canton pour l'échelon communal, ou la fédération.
avec un système comme pour le RIC local, c'est-à-dire qu'un certain nombre de signatures en pourcentage de la population, en général ça varie 1 à 3%, qui recueillent suffisamment de signatures, et si les élus ne veulent pas le mettre en place, on organise une votation, et le résultat de la votation est contraignant. Ce qui est très intéressant aussi en Suisse, c'est qu'il y a, en tout cas pour ce qui est de l'ordre fédéral, un long temps entre le début du recueil des signatures, la fin du recueil des signatures, 18 mois en général, et ça permet vraiment aux gens de discuter, de débattre, de pratiquer vraiment, de plus s'intéresser à la chose politique. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Moi, j'habite pas très loin du coup de la Suisse, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu en Suisse ou connaissent un peu le fonctionnement suisse. Non, pas trop. Quand on parle avec des gens qui ont vécu en Suisse, beaucoup nous disent que là-bas, on parle beaucoup plus de sujets politiques, au sens de comment on décide, comment on choisit sur les sujets de société, parce que tout simplement, ils ont la possibilité de se prononcer, quoi. Donc ça donne plus envie de débattre et d'échanger sur ces sujets-là. Et donc, le taux de participation aussi, il est pas mal, parce qu'il est de 40% en Suisse, en moyenne. Alors ça dépend des cantons, etc. Et c'est pas mal pour des gens qui votent quand même tous les 3 mois. Alors, sachant que aussi, si c'est intéressant pour vous parce que là j'ai donné plein d'exemples différents donc, de communes qui essaient de se doter d'outils de démocratie participative directe, il existe plein d'initiatives pour essayer justement d'évaluer le niveau de démocratie des communes. En 2020, il y avait ce qu'on appelle le Participomet, c'est un site internet, vous pouvez encore trouver, où il y a un guide à télécharger en PDF et vous avez 120 questions auxquelles il faut répondre, et puis ça donne un score un peu pour noter votre commune et voir comment elle se positionne. Et il y a une initiative plus récente aussi qui s'appelle le Portail municipal démocrate, qui émane de gens qui sont proches d'Espoiric et de Solutions démocratiques, et qui vise justement à rassembler un peu les gens et les collectifs pour essayer que chacun évalue sa commune et incite à la mise en place d'outils de démocratie directe en réfléchissant aussi au cadre légal et au champ des possibles. Alors, finalement, pourquoi en fait vouloir, j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes un peu convaincu que ce serait pertinent en France et au niveau des communes avec plus de démocratie participative ou directe, mais quels sont finalement ces bienfaits-là? Alors il y a plein de manières différentes d'y répondre. Il y a des manières peut-être plus sur cette table-là, notamment philosophiques, on va dire, d'y répondre, et puis il y a des manières aussi plus, on va dire, factuelle, ou en tout cas, moi je suis aussi attachée à ça, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs et donc là c'est plus cette table-là justement, qui s'intéressent à comparer justement comment fonctionnent les différents pays, les différents États, les systèmes politiques qui sont en place, et de regarder l'impact que ça peut avoir sur plusieurs indicateurs, en termes du niveau d'éducation des gens, de niveau d'égalité entre les territoires, des indicateurs économiques, des indicateurs de liberté, etc. Et donc, quand on regarde tout ça, pour la faire court, parce que c'est vraiment un champ de recherche à part entière, mais il semble que des pays comme la Suisse ou l'Uruguay, qui disposent donc du référendum d'initiative citoyenne au niveau de leur constitution, et qui sont les 2 seuls de leur continent respectif à disposer de cet outil-là, ce sont aussi les 2 plus riches de leur continent, avec un niveau d'inégalité qui n'est pas ridicule par rapport à la France, avec un niveau de dette publique aussi bien plus faible, et puis sur pas mal d'indicateurs aussi, ce sont des pays qui, par rapport à leur continent en tout cas, s'en sortent pas trop mal. Et il y a un problème aussi, en tout cas moi, une limite que je vois à la démocratie participative, quand je dis je, c'est aussi des personnes qui s'intéressent à ce sujet-là et qui ont documenté, c'est que souvent ça demande beaucoup d'implication en termes de temps, et ça peut être frustrant, parce que du coup on donne beaucoup de notre temps, et derrière, si les décisions qui découlent ne sont pas appliquées, c'est source de frustration, voire de dégoût en fait, et de démobilisation des gens, quoi. À l'inverse d'outils de démocratie directe, où certes, il faut quand même aussi s'impliquer, parce que pour aller recueillir 200, 2000 signatures, il faut quand même aller les recueillir, ça ne se fait pas tout seul. Mais derrière, on est normalement, si le cadre juridique est bien fait, eh bien on est sûr que nos efforts sont récompensés, si on arrive par contre à convaincre nos concitoyens du bien fondé du projet qu'on porte, quoi. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, ce sera intéressant d'échanger avec vous à ce sujet, mais
Je suis plutôt pour qu'on dispose de plus d'outils de démocratie directe plutôt que d'outils de démocratie participative. Un autre avantage aussi des outils de démocratie directe, ou en tout cas des outils qui permettent d'être sûr que les initiatives qu'on porte aillent au bout, c'est que en fait, ça nous responsabilise aussi plus, ça nous incite à nous documenter plus, à nous responsabiliser parce que voilà, on doit convaincre nos concitoyens du bien fondé de notre projet, et donc voilà, on va se documenter et on va se rendre compte aussi des difficultés, parce que c'est vrai qu'on peut reprocher certaines choses à nos représentants nationaux, à nos élus locaux, mais ils ont aussi une charge à porter qui n'est pas forcément évidente sur certains points, et le rôle d'un élu est sur certains points pas forcément toujours enviable aussi, quoi. Alors bien sûr, la démocratie directe, elle a aussi ses limites, on l'a vu avec les exemples de Grenoble notamment, c'est que s'il y a des seuils trop élevés, des quorums et des choses comme ça, en fait ça revient un peu comme aux outils de démocratie participative, c'est-à-dire que personne n'utilise les dispositifs, ou en fait les gens ne participent pas parce que ça demande trop d'efforts. Donc il y a aussi des limites bien sûr, et aussi parce que quand on défend la démocratie directe, on dit oui mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes du monde. Non, c'est juste que ça améliorerait sûrement un peu les choses, mais ça n'a pas la prétention de régler tous les problèmes du monde. Alors justement par rapport au cadre légal, ça je pense que c'est un point assez important à revenir dessus, parce que si vous êtes emmenés, certains d'entre vous, à participer à des listes potentiellement qui se présentent à des élections, selon la taille de la commune dans laquelle on est plus ou moins contraint par le cadre national. Le préfet il ne va pas venir embêter en général une commune de 30 habitants, et il y a quand même 30 000 communes à peu près en France qui ont moins de 1000 habitants. Mais par contre, pour les communes plus importantes comme les Aubenas, le cadre juridique, on est un peu obligé de faire avec, quoi. Et donc, comme vous savez sans doute, l'État français est très très centralisé, et les communes, malgré les vagues de décentralisation qui ont eu ces dernières décennies, ont petit à petit de moins en moins de compétences. Beaucoup de choses sont remontées au niveau de l'intercommunalité. Et donc, il y a quand même une marge de manœuvre qui est assez limitée si on ne veut pas se faire toquer derrière par le préfet. Donc aujourd'hui, au niveau du droit, dans ce qu'il existe déjà et qui est au plus proche, on va dire, de ces outils-là de démocratie directe, il y a ce qu'on appelle le référendum local. J'ai la référence de l'article, si ça vous intéresse, dans le Code des collectivités territoriales. Donc là, le référendum local, c'est ce qu'a utilisé la maire de Jaujac. C'est une équipe municipale peut organiser un référendum sur un sujet de son choix, tant qu'il est bien sûr du domaine de compétence de la commune. Et s'il y a plus de 50% de participation, le vote, la décision s'applique obligatoirement. C'est contraignant pour les représentants à ce moment-là. Par contre, c'est vraiment uniquement les représentants qui peuvent décider du sujet du référendum, et il y a aussi un cadre assez strict en termes de délai, notamment la maire de Jaujac justement m'avait dit que eux, ils avaient été un petit peu limite au niveau des délais et qu'elle espérait que ça allait passer avec le préfet. Ça s'était bien passé, mais c'est un cadre en fait qui est beaucoup plus précis que ça. Là, c'est pour vous donner les grandes lignes, mais c'est quelque chose qui est possible, et donc qui est quand même bon à savoir aussi, c'est que la loi permet quand même déjà ça, quoi. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la consultation locale. Donc là aussi, c'est un autre article du Code des collectivités territoriales. Donc la consultation locale, c'est quelque chose qu'on connaît peu, mais qui pourtant existe à la fois au niveau des communes et au niveau des départements et des régions. Donc pour les communes, c'est que s'il y a 10% des électeurs d'une commune, donc pour Aubenas, j'ai calculé, ça fait 800 personnes, qui arrive à recueillir un nombre de signatures suffisant, 800 signatures pour un projet qui est de domaine de compétence de la mairie, alors le conseil municipal est obligé d'en parler en conseil municipal, obligatoirement, ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est déjà la loi qui le prévoit. Et pour les départements et les régions, le seuil est plus élevé, c'est 20%, c'est énorme, c'est vraiment c'est énorme, 20%. En Suisse, c'est c'est autour de l'ordre de 3 à 5%. Donc c'est vraiment des seuils qui sont faits pour qu'on n'utilise pas ces processus, mais c'est quand même intéressant à savoir. Par contre, là encore, le conseil municipal est obligé d'en parler, mais c'est tout. Il n'est pas obligé de déclencher derrière une consultation locale. Et donc nous, ce qu'on a demandé justement avec notre observatoire de la démocratie locale sur notre commune, on a demandé, alors au début on était ambitieux, on a demandé de mettre en place un RIC local, donc le maire a dit non. Donc on a rétrogradé et on a demandé juste qu'ils discutent, s'ils voulaient bien ajouter à l'ordre du jour du conseil municipal, avant la fin de son mandat, de discuter justement de la possibilité
qu'ils prennent un vœu, donc ça c'est quelque chose aussi qui fait partie du cadre légal français, les maires peuvent faire ce qu'on appelle un vœu, et on aurait aimé qu'ils prennent un vœu potentiellement, enfin en tout cas qu'ils discutent de la possibilité de prendre un vœu pour que en fait, si jamais on arrive avec une pétition avec 10% des électeurs qui l'ont signé, eh bien ils s'engagent systématiquement à organiser un référendum, et pas facultatif comme le prévoit la loi, et ensuite le résultat du référendum s'imposerait à l'équipe municipale en place. Donc on voulait juste qu'ils discutent de cette possibilité-là, de faire ce vœu-là avec son conseil municipal. La proposition nous a pas, il n'a pas souhaité donner suite à cette proposition, ce qui est son choix, mais je me dis qu'en tout cas, pour une liste qui se présente sur une commune, ça peut être quelque chose, pour rester dans le cadre légal et avoir un dispositif peut-être moins contraignant qu'un RIP local, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, quoi. De s'engager à ce que, s'il y a une pétition qui réunit 10% de signatures, eh bien, ça aille au bout. Et ça n'empêche pas, par exemple, de mettre en place des concertations citoyennes, d'autres types de dispositifs, mais au moins avec ça en plus, eh bien, on est sûr que si des citoyens ne sont pas contents de notre façon de gouverner ou de prendre en compte ce qui ressort des réunions, eh bien, ils ont ce dispositif-là qu'ils peuvent mobiliser, quoi. Alors, pour terminer peut-être, et puis après on échangera ensemble, maintenant peut-être que, en tout cas moi, c'est finalement, parce que moi je me suis intéressée à tout ça avant tout pour essayer de faire bouger les choses au niveau local, au niveau de là où j'habitais. Et finalement, moi j'ai investi beaucoup de mon temps plutôt sur l'échelon national parce que je me suis rendu compte que, en fait, aujourd'hui en France, même toutes les bonnes initiatives sont très contraintes justement par ce cadre juridique national dont j'ai beaucoup parlé. Et c'est pour ça que nous, au sein de Solutions démocratiques et puis d'autres mouvements citoyens, on n'est pas du tout les seuls, hein, il y en a plein d'autres qui œuvrent chacun de leur côté de façon différente. On essaie en fait, avant toute chose, on met beaucoup d'énergie à essayer de changer justement le cadre national pour que, à moyen terme, parce que ce ne sera pas tout de suite, on ait la possibilité dans nos communes peut-être de disposer d'outils différents que ceux auxquels on est contraint aujourd'hui. Et pour ça, en fait, on porte deux propositions de loi, une qui est de nature constitutionnelle pour modifier la Constitution et une qui est de nature législative. Et notre parti est créé uniquement pour ça, pour défendre ces deux propositions de loi. Et on fait donc du lobbying auprès des élus locaux et des élus et des représentants nationaux, des parlementaires, pour pousser plus loin ces propositions de loi. Et ces propositions de loi, donc, elles sont une dont j'ai déjà parlé, qui ont donc le RIC en matière constitutionnelle, c'est-à-dire redonner la main aux citoyens français sur la Constitution, parce qu'une fois qu'on aura la main là-dessus, et potentiellement ça nous permettrait de mettre en place d'autres systèmes, d'autres peut-être systèmes de vote. Au moins on aura la possibilité de changer notre façon de fonctionner, de voter aussi sur des sujets plus partisans, pourquoi pas. Et le deuxième levier qu'on a, ça c'est donc la proposition de loi de révision législative. Elle concerne plus directement les communes, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la décentralisation par le bas. Et le terme un peu plus technique, c'est la subsidiarité ascendante. Donc c'est comme fonctionnent les communes en Suisse. C'est l'idée que, en fait, les communes peuvent décider des compétences qu'elles conservent et des compétences qu'elles relèguent à l'échelon supérieur. Et c'est pas dans l'autre sens. En France, aujourd'hui, globalement, c'est l'inverse. C'est l'État national français qui détermine qu'est-ce qui est du champ de la compétence de la commune ou non. Et c'est peut-être l'expérience que vous avez fait. Moi, quand je parle avec des gens qui sont, notamment je pense à une commune à côté de la mienne, qui s'appelle Saint-Jean-d'Arlier, une petite commune de 2200 habitants, où le maire est très sympathisant et très dans la discussion et l'échange. Et en fait, souvent, ils font des ateliers au sein de la mairie où ils essaient de faire ressortir des projets. Le dernier projet, je me rappelle, c'était pour mettre en place un système de covoiturage. Je n'ai plus les détails, mais voilà, un truc. Ils s'étaient mis d'accord, ils avaient fait quelques réunions, et puis ils avaient dit tiens, on va porter ça. Et en fait, ils s'étaient rendus compte, après avoir fait plein de réunions, que finalement, c'était du ressort de l'intercommunalité et que, en fait, ils n'allaient pas pouvoir aller plus loin parce que de toute façon, c'était pas du ressort de la commune. Et donc, l'idée, c'est avec ces deux révisions, et moi, j'investis du temps, du coup, plutôt sur l'échelon national, pour disposer donc de ces deux révisions-là, mettre en place ces deux propositions de loi, pour qu'ensuite on ait plus de liberté de s'administrer comme on le souhaite au niveau de nos communes également.
Voilà, alors pour terminer, voilà, je vais vous laisser réagir, faire vos remarques, éventuelles questions. Peut-être Alban, tu pourras venir avec moi, donc, qui est un autre des cofondateurs Solutions Démocratiques. Ça sera bien qu'on soit deux potentiellement pour vous répondre, échanger avec vous. On a emmené donc des livres que vous pouvez aussi consulter. Je crois que de l'autre côté, c'est Maxime qui a emmené des livres plutôt à acheter, je crois aussi, enfin consulter et acheter aussi. Et nous aussi, si vous souhaitez être au courant de nos actions, donc nationales comme locales, on a aussi une lettre d'information. Vous pourrez nous laisser votre mail, on l'envoie tous les dimanches soirs. Voilà, merci beaucoup de votre attention, puis au plaisir d'échanger du coup avec vous de manière plus interactive. Merci. Ouais. Merci.